tous, bienvenue pour votre journal hebdomadaire du District de Nyon. Ce jeudi 26 septembre, la nuit sera belle puisqu'on allume les étoiles avec Pascal Meuchler, conservateur du musée d'histoire naturelle de Genève, mais aussi Gudrun Roussig, responsable de l'environnement pour Région de Nyon. En plateau également, nous recevrons la syndic de Tartenien, Marie-Lise Danton, qui nous expliquera pourquoi la fusion avec Essertine sur Rolle et Rolle est mise à l'arrêt. Et enfin, on montera jusqu'à Saint-Sergue pour la 32e édition de la des Alpes avec Michel Badan, président du comité d'organisation. Politique, pour commencer, des opposants sortent du bois pour s'opposer au futur projet d'aménagement temporaire sur la place du Château. Suite à la levée en juillet dernier des dernières oppositions par la municipalité de la ville, 28 personnes morales ou physiques ont déposé un recours. Elle s'oppose à 4 points: l'esthétisme, le provisoire, l'attractivité et les nuisances. Pourquoi revenir aujourd'hui communiquer sur cet aménagement temporaire ? La raison est très simple. Le 22 juillet, la municipalité a levé toutes les oppositions qui avaient été faites au permis de construire. Et donc, notre étude d'avocat a été consultée par 28 personnes qui souhaitaient faire une opposition, ou plutôt continuer l'opposition avec un recours. Donc, nous communiquons aujourd'hui parce qu'un recours a été déposé contre la délivrance du permis pour transformer cette place du château que vous voyez derrière moi. Ce qui vous dérange, c'est de rester finalement sur un projet de 15 ans sans savoir finalement ce qu'il va y avoir au final. Et justement, cette latence entre le temporaire et le définitif, ça pose un problème, notamment sur le futur visage de cette place du château. Oui, ça c'est certainement une des raisons. Il y a aussi une raison, c'est que la place telle qu'elle est, notre association protège les vieilles pierres, bien sûr, mais elle est aussi axée sur l'harmonie et la qualité de vie de la population. Et là-dessus, je ne peux que constater que cette place est une très belle place, très aérée, et sur laquelle on a déjà fait moult fêtes. Et avec succès, pas plus tard que le week-end dernier avec la fête du musée romain. Et je trouve que c'est dommage de casser cette harmonie en enlevant les arbres qui sont très, très beaux et qui apportent une fraîcheur. Et surtout, autrement, ce serait trop minéral. Voilà. Alors justement, ce projet provisoire, c'est raser cette esplanade, mettre plus de 300 places en terrasse pour les commerçants et puis supprimer 14 places de parking. Et bien justement, il y a des commerçants qui sont contre ce projet et c'est votre cas. Oui, parce que je trouve que les places de parking, ça aide nos commerces, ça rend service à tous les commerçants, tous les petits commerçants ou même moyens commerçants qui sont là. C'est accessible à tout le monde, c'est pratique. Et je trouve que c'est dommage de les enlever. Déjà, le commerce, c'est difficile. L'accès à la ville est compliqué. Et enlever ces places de parc, il n'y aura plus personne en ville. 14 places, c'est essentiel. Vous dites, ça participe, la voiture sur une place comme ça, participe à la vie de quartier. Oui, je pense que certainement, il n'y a pas moult places sur la place de Nyon. Et surtout, c'est des places qui sont en proximité immédiate des commerces. Et c'est ça qui est très important, parce que la plupart des gens qui viennent faire des courses, c'est pour ramener des choses à la maison. Et donc, avoir la voiture proche est très intéressant. Le recours que vous avez déposé tient sur 4 points. Est-ce que vous pourriez brièvement nous les présenter ? Les 4 points sont des points essentiellement juridiques. Je ne veux pas revenir sur des choses aussi, techniques. Je pense qu'une des choses qu'on regrette surtout, c'est le manque de dialogue qu'il y a eu entre une partie des opposants et la municipalité. C'est une des raisons qui pousse également Pronovo Duno à envisager un dialogue avec une collecte de signatures, voire un référendum auprès de la population pour que la municipalité soit vraiment en train de développer leur concept de cœur de la ville avec les habitants et avec les usagers de cette place. Voilà, il y a donc une menace de référendum. Et puis, pour être précis, votre cours tient en 4 points sur l'esthétisme, le côté provisoire, l'attractivité du lieu et notamment les nuisances sonores. Il faut rappeler quand même que ce projet fait partie du futur projet de la municipalité Cœur de Ville. Dernière question, est-ce que vous êtes contre ce projet Cœur de Ville ? Est-ce que vous êtes contre ce futur concept de laisser la place à des commerçants au rez-de-chaussée, de déménager l'administration communale ainsi que l'hôtel de police? Non, au contraire, il y a un projet qui est clair, qui a été
voté, qui est transparent. Par contre, ce qui se passe autour de cette place, aujourd'hui, on trouve qu'il manque de clarté. On nous parle de temporaire qui risque d'être là pour 10 ans, voire 15 ans, voire plus. C'est là-dessus où on pense qu'il y a la possibilité de suspendre le projet, d'aller travailler et discuter dans un dialogue ouvert entre la municipalité et les gens qui habitent ici, qui travaillent ici, pour ensuite trouver quelque chose qui sera certainement un peu de façon helvétique un compromis, mais qui pourra permettre d'aller vers un avenir qui a été voté et conçu avec tout le monde. Voilà, merci messieurs. Et puis pour rappeler, les opposants sautent au nombre de 9 riverains, 3 sociétés et puis 15 commerçants ainsi qu'une association. Merci beaucoup. Merci. Nyon dit non à l'extension des heures d'ouverture des magasins par moins de 300 voix d'écart. Les Nyonnais ont refusé ce dimanche en votation le nouveau règlement communal qui devait permettre aux magasins d'ouvrir le samedi jusqu'à 19h. Les réactions à l'issue de la votation au micro de Florian Cavalleri. Oui, 2256. Alors ça c'est pour les oui, pour les non. 2529. Yes. Les résultats viennent de tomber et l'heure supplémentaire d'ouverture des commerces est refusée. Quelle est votre première réaction ? Un soulagement, une joie pour le personnel de vente qui s'est vraiment engagé dans la campagne, pour tous les accompagnements et puis pour cette bataille qui s'est gagnée. Et maintenant, on va penser à l'après. Quel a été l'argument qui a fait balancer les Nyonnais contre cette heure supplémentaire ? C'est l'argument des employés qui doivent travailler plus, à votre avis ? C'est très regrettable en effet que le partenariat social ne sont pas arrivés à se mettre d'accord entre les partenaires sociaux et c'est sans doute un des éléments qui a joué. Mais aussi quand on a récolté les signatures, on s'est rendu compte que les gens, la majorité d'entre eux, n'avaient pas besoin de cette heure supplémentaire pour consommer. Sauver le commerce nyonnais, ça ne mérite pas une heure supplémentaire. Moi, je crois que ça n'aurait jamais sauvé le commerce nyonnais. Je l'ai dit à plusieurs reprises dans cette campagne. On a eu des faillites comme Yendi, OVS, qui, elles, ont dû fermer dans toute la Suisse. Si vraiment ça devait sauver le commerce, alors elles auraient laissé ouvert dans des zones à haute densité d'ouverture, ce qui n'était pas le cas. Je crois que le petit commerce est aussi gagnant de cette votation, parce que là aussi, nous ne sommes pas convaincus que le petit commerce aurait gagné avec une heure de plus, mais au contraire, les grands commerces. Sauver le commerce nyonnais, ça ne passait pas par un élargissement des horaires d'ouverture. Mais le problème, ce n'est pas le commerce nyonnais, on le voit bien tout autour de nous. C'est une question qui est beaucoup plus large. Les manières de consommer changent et le chantier reste encore complètement ouvert. Et effectivement, il y a encore beaucoup de choses à régler, mais ce n'est pas cette heure supplémentaire qui permettait de régler le problème. Marisa Benedetto, les résultats viennent de tomber. C'est non à cette heure supplémentaire demandée par la SIC quant à l'ouverture des commerces. Quelle est votre réaction ? La SIC prend acte de la décision de la population nyonnaise et va réunir son comité pour analyser les conséquences de ce refus sur ses activités. Maigre consolation finalement, c'est moins de 300 voix d'écart entre le camp du oui et le camp du non. Effectivement, pratiquement la moitié de la population nous a entendus et désire cette heure d'ouverture, mais quelle tristesse aujourd'hui pour le commerce de détail d'avoir perdu juste pour 271 voix. Sur l'écart des voix en faveur du oui et du non, quelle est votre analyse ? Mon analyse, c'est vrai qu'elle est peut-être moins grande que ce qu'on aurait souhaité, rêvé, espéré, mais je pense que c'est à chaque fois et dans chaque camp pareil. Je pense par contre ça montre un signal très clair pour que les choses se règlent de manière cantonale, avec une CCT cantonale. Et là, d'avoir eu un oui quand même clair, hein, c'est la démocratie. Mais voilà, je pense que c'est un signal pour une CCT cantonale et qu'on règle les questions des horaires d'ouverture au niveau cantonal. Il y a eu énormément d'attaques durant cette campagne, c'était une campagne très dure. Est-ce que c'est possible de réunir ces 3 acteurs, le syndicat UNIA, la SIC et la municipalité à nouveau pour négocier au vu de cette campagne tendue ? Bon, vous savez, il y a la campagne et puis après il y a le partenariat social. Je suis quelqu'un d'extrêmement attaché au partenariat social. Lorsqu'on a des négociations aussi dans d'autres domaines d'activité, je l'ai dit, nous signons des dizaines de conventions. Il y a aussi parfois des moments de tension, il faut le comprendre. Autour d'une table, on a des enjeux importants de chaque côté, des commerces comme du personnel de vente. Il faut maintenant se remettre autour d'une table. Nous ne sommes jamais opposés à se remettre autour d'une table. Tout cela dépendra de la SIC. Si évidemment elle refuse de signer cette convention collective, ce sera plus compliqué, mais ce sera eux qui le refuseront cette fois-ci.
Le processus de fusion entre Rolle, les Sertines-sur-Rolle et Tartenien est suspendu. Lundi soir, lors de la soirée de présentation de la convention, le comité de direction du projet a annoncé officiellement sa décision. Le taux d'imposition de la future commune n'a pas pu être fixé. On en parle avec la syndic de Tartenien, Marlise Dantan. Bonjour. Bonjour. Parlons justement de cette fusion qui n'a pas pu se faire et mise à l'arrêt. L'argent, le nerf de la guerre, c'est elle qui a dicté la loi. Malheureusement, oui. C'est vrai que raisonnablement, le comité de direction ne pouvait pas proposer une convention où ne figurait pas un taux d'imposition. À l'heure actuelle, la situation relloise fait qu'il est impossible de le fixer, que des réponses du canton sont attendues pour débloquer la situation. Le travail n'est pas entre nos mains. Nous avons travaillé sur les 25 articles de cette convention. 24 articles sont sous toit, réglés, et le 25e, c'est le taux d'imposition. Et là, on est obligé d'attendre que le canton prenne position par rapport à la situation relloise. Autrement dit, à part le taux d'imposition, est-ce qu'il y avait autre chose qui manquait à la règle, j'ai envie de dire? Non. Non, le projet était enthousiasmant, il était bien suivi par la population, tout le monde, on sentait au travers des événements que nous avions organisés, un rallye, une fondue réunissant tous les gens intéressés, les 10 groupes de travail qui ont travaillé sur ces articles de la Convention, on sentait derrière nous un enthousiasme. Bien sûr, il y avait des pour et des moins pour, comme dit mon collègue des Sertines, mais on sentait quand même cet entrain. Donc c'est une petite frustration de devoir s'arrêter pour quelque chose que nous ne maîtrisons pas à l'heure actuelle. On savait que ce taux d'imposition, c'était finalement une situation qui impactait forcément le projet malgré vous, comme vous l'avez dit. Et vous craignez d'ailleurs un amalgame entre la nécessité d'ajustement du taux d'imposition avec le projet de fusion. Aujourd'hui, est-ce que cette crainte, elle est d'autant plus forte ? Oui, je pense qu'en cas de votation à l'heure actuelle, la crainte était trop forte pour pouvoir continuer. Il faut vraiment que les gens aient tous les éléments en main pour voter. Il y a le côté fusion du cœur qu'on aime à rappeler, complémentarité de notre commune. On aime aussi à rappeler notre slogan, les pieds dans l'eau, la tête dans les étoiles et le cœur dans le vignoble, qui ferait de nos 3 communes une magnifique commune. Il y a tout ce côté-là, mais il y a le côté financier aussi, qui est très important. Vous venez de citer justement quelques avantages. Est-ce que vous pouvez nous rappeler finalement l'objectif de la fusion de ces 3 communes ? Alors l'objectif, c'est clairement qu'ensemble on est plus fort, que les communes de Tartenien et des Sertines sont des petites communes. Tartenien a 246 habitants et Sertines à peu près 700. À l'heure actuelle, c'est difficile de répondre à tous les défis avec une taille de commune aussi petite. Son chef de service, son service technique, le travail devient de plus en plus compliqué. Ça nous permettrait aussi d'offrir à notre population des meilleures heures d'ouverture d'administration, des services publics qui seraient plus performants, et on pense qu'ils auraient tout à y gagner. En termes de calendrier, du coup, quelles seront les prochaines étapes avant la création de cette fusion ? Alors, pour qu'on puisse voter, qu'elle puisse rentrer en vigueur à la prochaine législature, la date limite du vote serait novembre 2020. Après, il y a les passages par l'État, la votation de la nouvelle municipalité qui pourrait rentrer en fonction au 1er janvier 2022. On a le droit d'avoir 6 mois de prolongation. Pour que ça se fasse cette législature, c'est maintenant les dates. Alors, on espère avoir des réponses d'ici là. Mais autrement dit, est-ce que ce projet de fusion, il est toujours d'actualité? Est-ce que vous y croyez toujours? On y croit toujours. Il se fera. S'il ne se fait pas cette législature, il se fera la suivante. On y croit toujours, oui. Marlise Dantan, merci pour ces précisions. Merci. À la maison, si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à la suite de notre journal. Le débat y consacrera également quelques minutes avec les 3 syndics des différentes communes. Jeudi soir, profitez de la nuit à la belle étoile afin d'observer le ciel et de sensibiliser la population à la pollution lumineuse. 152 communes du Grand Genève éteindront leur éclairage public. Dans le district, 28 communes prennent part au projet et éteindront partiellement ou totalement les lumières. On plonge dans le noir et on revient juste après.
Et voilà, au son de la chouette, la nuit sera belle en ce soir de 26 septembre. On en parle avec nos deux invités. Pascal Meuchler, c'est à vous que l'on doit cette soirée. Vous êtes responsable notamment de cette soirée et conservateur du musée d'histoire naturelle. À vos côtés, Gudrun Russig, responsable de l'environnement pour Région de Nyon. Bonjour, merci d'être avec nous. Quand on parle de pollution lumineuse, Pascal Meuchler, qu'est-ce que c'est la pollution lumineuse? Alors, la pollution lumineuse, c'est un trop de quelque chose. Et c'est le trop de lumière tous les 20 ans. On double le nombre de points lumineux, d'intensité de lumière artificielle. Et si on continue comme ça, pas seulement ici, mais sur la planète, elle va tout simplement plus s'éteindre. Cette petite planète qui fonce à 115 000 km/h autour du Soleil, qui depuis des billions d'années fait qu'on passe du jour à la nuit qui est que l'ombre de la Terre. Et là, nous changeons tout à coup, il y a à peine 150 ans pour l'évolution, c'est rien, les règles du jeu et le vivant, les paysages, notre santé aussi, sont tout à coup bouleversés. À partir de quel moment est-ce que c'est trop? Alors le trop, c'est nous les humains qui allons le fixer. Bien sûr qu'il faut éclairer, mais peut-être se demander, est-ce qu'il n'y a pas des situations en éclairage inutiles? Est-ce que finalement de pouvoir voir les étoiles, de respecter la biodiversité, c'est quelque chose qu'il ne faut pas équilibrer avec nos besoins aussi en lumière? Et je pense qu'on a oublié les paysages nocturnes. Pas qu'en Suisse, un peu partout en Europe. Nous devons construire le paysage nocturne et rien que se poser les questions, c'est déjà faire un pas énorme. D'où cette soirée. Autrement dit, cette pollution lumineuse, elle a une signification différente, qu'on soit biologiste, historien, sociologue. Et quelque part, c'est global. Parce que nous sommes aussi des êtres vivants. La biodiversité est impactée. Le fait que, qu'est-ce qu'un paysage? On admire nos montagnes, on admire ici ce paysage, le Léman, etc. Mais de nuit, qu'est-ce que c'est que le paysage de demain? C'est aussi des questions de transition énergétique et c'est de la philosophie. C'est de la philosophie parce que finalement, c'est quoi notre situation sur cette terre? On le voit bien qui est en stress avec la biodiversité, le climat. Et là, justement, nous avons une problématique où agir est extrêmement simple. Gudrun Russig, vous avez justement décidé d'agir à travers le district de Nyon. Est-ce que ça a été facile de convaincre les communes à participer au projet? Je dirais que c'était étonnamment facile. Il y a les communes qui ont vraiment joué le jeu. On voudrait bien que la totalité de nos 42 communes membres y participent, mais on est arrivé dans un laps de temps relativement court. Donc on a entrepris toutes les démarches dès juillet. Seulement cette année, Genève et les départements français avaient de l'avance sur nous pour demander aux communes de participer. Et à ce jour, nous avons, avec fierté, 28 communes qui participent. Donc on parle d'environ 2/3 des communes membres. On parle tout bêtement, tout simplement, de 70 000 habitants, donc 70% du district de Nyon. Et les communes qui ne participent pas ont parfois été retenues par... On voit justement l'image, les communes qui participent, c'est 28 communes du district qui vont participer à cette soirée. Plusieurs animations vont être proposées tout au long de la soirée. Où est-ce qu'il faudra se mettre pour observer les étoiles? Oh, je crois un peu n'importe où. Les météorologues prédisent qu'il va faire un peu plus beau ce soir qu'aujourd'hui, qu'il y aura des embellies, donc les nuages vont se pousser un petit peu. Je crois, dès qu'on est dehors, et justement dans une commune qui a décidé d'éteindre partiellement ou totalement les lumières, on devrait pouvoir pas mal voir le ciel étoilé, la voûte céleste. Pascal Meuchler, vous me disiez très justement avant le début de cette émission qu'on ne pouvait pas finalement dicter les règles du ciel. Ça fait partie du message que vous voulez faire passer finalement de cet approvisionnement de la nuit, l'éducation à la nuit. Absolument, et c'est aussi un message, donc c'est Grand Genève qui prend vraiment les choses en main, qui fait rayonner, je pense, notre région. On était contacté par des chaînes en Suède, Chili, vous voyez. Et finalement, c'est aussi d'accepter les rythmes de la nature, même pour des événements comme celui-ci. Et si l'envie tout à coup se fait sentir, s'il y a un élan, pourquoi pas introduire une sorte de fête qui pourrait se répéter, une fête au plus proche, je crois, de l'ère du temps, avec les questions d'environnement, qui fait que ce n'est pas un feu d'artifice, mais c'est une sorte de feu d'artifice à l'envers. Et le lendemain matin, quand vous vous réveillez, vous avez même gagné de l'argent, parce que vous avez économisé de l'énergie, vous voyez. On voit aussi les avantages, que des solutions, que des bénéfices, justement.
Comment résoudre ce problème finalement de pollution lumineuse? Je crois que c'est des aspects tout simples. Alors, il y a des questions technocratiques, etc. Moi, je dis, c'est dans nos têtes, c'est dans notre culture que tout se joue. Je dis même aux papas ou aux mamans, vous savez, moi j'ai aussi eu des enfants, quand votre enfant dit « Ouh là là, j'ai peur de la nuit », plutôt que mettre tout de suite une veilleuse, commencez déjà avec votre enfant, expliquez-lui que la nuit, ça le protège. Il faut aussi faire le tri entre sentiment d'insécurité, réelle insécurité. Il faut même changer peut-être notre vocabulaire. Parce qu'on dit sans arrêt, il faut aller vers la lumière, puis oublier les choses sombres. Encore une fois, la nuit, c'est que l'ombre de la Terre, et c'est une chose fondamentale. Et je suis persuadé qu'il y a bien longtemps, lorsque nous étions les premiers humains, quand un papa ou une maman a commencé à raconter et inventer les mots d'histoire. Il était une fois, je suis sûr que c'était sous les voûtes célestes de la nuit. Voilà qui est dit poétiquement. Gudrun Roussig, justement, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'à l'avenir, le Distri, on fasse plus qu'une fête, mais justement une habitude d'éteindre ses lumières, par exemple, d'une heure à telle heure? Je crois qu'il y a déjà de très belles idées qui se sont installées dans la tête de nos collègues législatifs, exécutifs et autres. Il y a des communes qui vont déjà aller de l'avant et éteindre partiellement l'éclairage public dans leur commune. Et j'espère que ça va vraiment se poursuivre, que ça va se reproduire, que ça sera pas seulement une action ponctuelle, mais que ça durera dans le temps. Monsieur Mechler avait dit qu'on est vraiment des pionniers, non seulement au niveau de notre district ou du Grand Genève, mais carrément au niveau suisse, voire européen. Et j'appelle vraiment de mes voeux que cette action ponctuelle va être poursuivie et qu'il y aura un impact beaucoup plus poussé que juste pour cette une nuit. Donc, c'est un appel à toutes les communes de participer, d'éteindre davantage leur éclairage nocturne qui a un impact assez grave quand même. Monsieur Mechler a parlé de la biodiversité, de pouvoir voir les étoiles. La nuit est belle, mène un peu en erreur. On pense vraiment c'est pour admirer les étoiles, mais l'impact sur la nature, sur les animaux, faune, flore nocturne, sur notre sommeil est vraiment assez important. Donc j'espère que c'est juste une action qui va être répétée et élargie. Un sujet passionnant et l'occasion d'en savoir plus peut-être justement au Musée d'Histoire naturelle de Genève. Pascal Mechler, Gudrun Roussig, merci d'avoir été avec nous et que votre nuit soit belle. Merci à vous et merci à tous les habitants. Bravo. Oui. Justement, je dis bravo. Les habitants, on les appelle. Nous avons fait le tour des communes et plus précisément à Chaizeray qui est associé au parc animalier de la Garenne et à l'Astrac. Chez nous à Chaizeray, la lumière de la commune, donc les réverbères communaux seront éteints complètement. Le village sera éteint. Simplement parce qu'on a trouvé le thème intéressant pour sensibiliser la population à la pollution lumineuse et de trouver une soirée où on pourra montrer autre chose que des lumières allumées et de la pollution lumineuse. Et donc vous avez choisi de faire participer à vos côtés l'Astrac. Qu'est-ce que vous nous avez préparé au programme ? Alors, on voulait marquer plusieurs points d'une pollution lumineuse en disant, en premier lieu, on va organiser avec le zoo de la Garenne pour les animaux de la nuit, la pollution lumineuse que ça représente, et aussi évidemment pour que la population se rende compte du céleste qui est au-dessus de nous, pour qu'ils nous expliquent, des spécialistes de ce genre de thème, et qui racontent au village encore où sont les étoiles, la formation des comment est-ce qu'on dit, les... On va demander justement les constellations, voilà, à la spécialiste de cette soirée-là, Sabine André. Vous représentez donc l'Astrac. Quand on parle de pollution lumineuse pour les astronomes amateurs que vous êtes, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors pour nous, ça veut dire un joli gâchis de paysages célestes. Et puis on essaye de s'éloigner un maximum justement de la lumière des humains en fait, pour pouvoir observer le ciel. Et c'est toujours impressionnant quand on a des gens qui viennent vers nos télescopes, comme ils sont surpris de voir toutes ces étoiles dans le ciel. Et puis, vous savez, quand vous interrogez des gens comme ça, il y en a beaucoup qui n'ont jamais vu la Voie lactée, qui ne savent même pas à quoi ça ressemble.
Et puis la différence entre une planète et une étoile. Et ça, c'est des choses très intéressantes qu'on peut faire et partager avec les gens, surtout quand les lumières sont éteintes ou qu'on en est éloigné. Donc ce soir-là, qu'est-ce qu'on pourra voir? Je crois Saturne et Jupiter. Oui, alors Saturne et Jupiter, ce sera les stars, vu que c'est des planètes qu'on a la chance d'avoir en ce moment dans le ciel. Et puis, on espère aussi pouvoir vous montrer peut-être la nébuleuse de la Lyre, d'autres objets un peu plus pointus, si la météo le permet, oui. Vous appelez donc les habitants de Chézeray finalement à regarder vers le ciel. Est-ce que c'est quelque chose qui a été difficile à mettre en place pour votre commune? Attendez, on ne va pas seulement les appeler à regarder, on va les inviter à venir regarder, puisqu'on a mis en place une petite manifestation qui va commencer à l'intérieur, par la projection justement d'une petite conférence et concernant les animaux. Et ensuite, il y aura une présentation aussi en intérieur, je crois, avec les constellations, les astres lumineux, etc. Et ensuite, on terminera cette soirée, si le temps nous le permet, par une sortie en extérieur, où on aura à disposition télescopes, jumelles, pour observer et admirer le ciel étoilé, on espère. Mais finalement, éteindre ces lampadaires de la commune, est-ce que ça a été difficile à faire accepter cette idée? Oh non, pas vraiment. C'était une décision collective entre nous, la municipalité. On a décidé de jouer ce jeu-là avec le Grand Genève, dont on fait partie. Donc non, ça n'a pas été vraiment une grande difficulté. La seule difficulté qui nous reste à résoudre ou à solutionner, c'est de laisser éclairer les endroits d'entrée des villages et les endroits des passages pour piétons. Donc nous mettrons à disposition, en place des éléments pour marquer ces choses. Et l'avenir, est-ce qu'on pourrait imaginer que Chézeray éteigne définitivement ses lampadaires la nuit, au moins durant un tronçon horaire? Ça sera beaucoup plus difficile pour des raisons de sécurité, pour des raisons comment est-ce qu'on va dire, on est quand même avec toute la population qui se déplace jour et nuit, etc. Non, c'est pas possible. Dominique Fleury, Sabine André, merci d'avoir été avec nous, que la nuit soit belle. Merci. Ce samedi 28 septembre aura lieu la traditionnelle des Alpes, 32e édition que l'on découvre avec le président du comité d'organisation, Michel Badan. Bonjour. Bonjour. 32e édition déjà, qu'est-ce que vous nous avez prévu de beau au programme? Disons, on a les animations traditionnelles, parce que pour nous déjà, rien que le passage des troupeaux, c'est quelque chose de superbe. Et nous aurons la chance cette année d'avoir parmi nous une délégation des 100 Suisses qui ont eu un succès énorme à la fête des vignerons et qui nous feront le plaisir de défiler par 3 fois dans le village. Mais je pense sincèrement que la des Alpes, c'est quand même quelque chose, bon, ça fait partie du patrimoine, des traditions, c'est un remerciement à tous ces gens qui ont passé 4 à 5 mois à l'alpage. Et il y a aussi le côté folklorique qu'on a réussi à introduire avec tout l'artisanat local, avec tous des stands de nourriture typiques et tout. Donc pour ça, pour moi, c'est déjà une super animation. Une fête qui rend hommage justement au folklore et qui se fera malheureusement aussi sans son fondateur, Jean Ravenel, disparu le 30 juillet. Je crois que vous lui rendez justement hommage à travers cette 32e édition. Oui, tout à fait. Alors, et on aura la chance d'accueillir cette année le président du Grand Conseil, Yves Ravenel, qui est justement le fils du fondateur que nous regrettons tous. On connaissait justement la passion d'Yves Ravenel pour l'agriculteur, pour cet agriculteur. Est-ce que c'est un moment qui est finalement que pour les agriculteurs ou pas? Ou est-ce que c'est pour tout le monde? Je dirais que c'est pour tout le monde, parce que ça permet aussi... On a une région qui est tellement un mix de population qu'on se rend compte que peut-être les 2/3 de la population ne connaissent plus vraiment le monde agricole. Et quand on voit l'intérêt des étrangers qui forment la majorité des spectateurs de notre journée, on se dit qu'en même temps, on leur apporte quelque chose. On voit justement là des images de sa préparation de la des Alpes. On voit, c'est beaucoup de monde au travail, c'est une grande fête. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, ces images? C'est un coup au cœur, disons.
c'est quelque chose de fantastique. Quand on voit, je discutais avec une amie qui est dans un chalet tout l'été, elle fait 600 fleurs pour décorer ses vaches pour décembre. Et nous, on n'a qu'une chose, on prie pour le beau temps, pour que leur décoration soit mise en valeur. C'est des gens qui ont vraiment ça dans le cœur et qui y tiennent. C'est tout le mal que l'on vous souhaite, justement. Cette année, vous disiez aux petits soins pour les étrangers, également pour la clientèle anglophone. Vous craignez d'ailleurs certaines critiques. Pourquoi ? Parce que, disons, au départ, la des Alpes, c'était quelque chose de vraiment intime. Et puis, c'est vrai qu'elle a subi un développement ces dernières années, mais on en est les responsables, disons. On attire de plus en plus de monde et on a toujours des questions. Certains groupes sont uniquement anglais. On a des remarques, on va à une buvette, ça ne parle qu'anglais. Et on voit justement l'engouement et tous les gens qui se pressent pour voir les vaches défiler, les agriculteurs. Pour vous, comment vous vivez cette journée ? Pour moi, c'est un gros stress et je ne vois pas grand-chose ce jour-là. Parce que c'est vrai qu'on a toujours des soucis de sécurité, il faut toujours avoir l'œil partout. Mais c'est un immense plaisir, mais c'est vrai que c'est stressant. Beaucoup de travail et côté logistique, des nouveautés aussi. Vous faites venir des bus sur les parkings pour amener les gens. Tout à fait, parce qu'on souhaiterait vraiment que les gens utilisent les transports publics pour éviter les bouchons. On a eu jusqu'à 1h30 d'attente entre Arzier et Saint-Sergue. On aimerait éviter un peu cela. Et pour les encourager, on va les parquer un petit peu plus loin et on va organiser des navettes qui vont les amener sur la place de fête. Et concrètement, comment est-ce que ça se passe si on veut monter jusqu'à Saint-Sergue ? Par où est-ce qu'on passe ? À partir de quelle heure ? Alors, à partir de 8h, le col de Saint-Sergue est fermé et toute la circulation est déviée sur Arzier. Et les gens qui auront voulu monter en voiture, disons, ils seront parqués dès l'entrée de Saint-Sergue et déplacés sur place. Et les bus les mèneront jusqu'au lieu. Donc, samedi 28 septembre pour cette 32e des Alpes. Michel Badon, merci d'avoir été avec nous et très bonne fête. Merci à vous, merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne suite de programme sur Nyon Région Télévision.